Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, qu'est-ce qu'être chef d'exploitation? Donc nous allons, hop, je me mets sur la bonne, voilà. Nous allons vous donner une définition du chef d'entreprise dans la filière cheval. Nous détaillerons les rôles d'un dirigeant et les risques ou les difficultés qu'il peut rencontrer. Et pour finir, nous vous donnerons des pistes pour être le meilleur pour le bien de votre entreprise et pour vous-même. En préambule, le chef d'entreprise parfait n'existe pas. Votre déception est certainement immense, je ne suis désolée. Comme il n'existe pas de cheval parfait. Le cheval devient parfait selon vous lorsqu'il répond entièrement à vos attentes et vos besoins. Mais pour cela, le cheval il doit être travaillé et formé pour donner le meilleur de lui-même. Et pour cela, il aura besoin d'aide extérieure comme le maréchal, le vétérinaire, son alimentation et bien sûr son cavalier. Vous voyez où je veux en venir. En revanche, il est à noter qu'il y a aussi une partie d'inné, comme la génétique d'un cheval. On dit parfois qu'une personne est née pour être chef d'entreprise, ce n'est évidemment pas à prendre au premier degré, mais cela signifie qu'elle a des compétences naturelles qui lui permettent d'être un meilleur chef d'entreprise qu'un autre. Mais cela est très subjectif. Après avoir interrogé plusieurs personnes sur la définition d'un chef d'entreprise dans la filière cheval, voici ce qui en est ressorti. C'est une personne entière, passionnée, prête à de nombreux sacrifices, pas très portée sur l'administratif et qui préférait être à cheval. Voilà comment est perçu un dirigeant dans le monde du cheval. Nous allons voir maintenant les différents rôles du dirigeant et leur évolution. Voici les rôles du dirigeant d'hier. La partie la plus importante était la production. Entraîner les chevaux, enseigner, élever. Il passait du coup beaucoup de temps auprès des chevaux. Le reste est réparti entre la gestion du personnel, la gestion administrative et pour finir tout le relationnel avec les clients ou les propriétaires et bien sûr la vente de ses prestations. Le dirigeant d'aujourd'hui a les mêmes fonctions, mais les 4 rôles occupent une place équivalente. Vous ne devez négliger aucun de ces 4 rôles pour que l'entreprise fonctionne. Alors bien entendu, s'il n'y a pas de salarié, vous avez une case en moins. Parlons maintenant du dirigeant de demain. Les rôles sont en train d'évoluer très vite comme dans beaucoup d'autres métiers. Un chef d'entreprise doit être capable de gérer la production, bien entendu, euh, et il doit être reconnu dans son domaine et avoir des résultats en compétition, en course, en pédagogie pour les enseignants. La gestion des ressources humaines, le cheval étant un être vivant, la main-d'œuvre est obligatoire dans n'importe quel projet et c'est souvent un des postes les plus importants dans une entreprise équestre. La gestion économique et administrative, parce qu'un dirigeant qui ne connaît pas ces chiffres et leur évolution et qui ne les analyse pas au minimum une fois par an, ne peut pas avoir une vision claire de la santé de son entreprise. Le côté commercial, relationnel avec les clients et les fournisseurs. Alors le client est bien entendu la clé de réussite de l'entreprise. Pas de client, pas d'entreprise. Côté fournisseur, vous devez travailler avec eux en confiance et ne pas choisir le moins cher, mais le meilleur. C'est le fameux rapport qualité-prix. Et nous rajoutons ici deux nouveaux rôles, la stratégie et l'innovation. Le dirigeant doit réfléchir et créer sa propre stratégie. L'objectif est de rendre son entreprise ou son écurie la plus compétente sur le marché, c'est-à-dire être meilleur entraîneur que son voisin, être meilleur éleveur que le haras voisin. Il va devoir mettre en évidence son avantage concurrentiel, soit par des prix attractifs, même si ce n'est pas mon avantage préféré, il doit bien entendu étudier son prix de revient pour déterminer le bon tarif et vivre de son métier. Ça peut être également des infrastructures comme un manège que ses voisins n'ont pas, ou proposer des prestations nouvelles. Et pourquoi pas, du coup, lui permet d'être leader dans son domaine. Donc ça, c'est la stratégie. Les dirigeants doivent
aussi lister ses objectifs et la finalité avec les actions à mettre en place pour y arriver, y compris tout ce qui est ressources nécessaires. Est-ce qu'il faut faire appel à des aides extérieures? Est-ce qu'il faut embaucher? Est-ce qu'il faut passer par l'achat du foncier? Et sa finalité, c'est vers quoi il veut aller et quel est le but ultime, le but premier. Un exemple, un dirigeant d'une écurie veut mettre en place la stratégie suivante. Ses objectifs, passer moins de temps sur les tâches peu intéressantes et plus de temps à coacher ses cavaliers pour les aider à évoluer en compétition, car la prestation est mieux valorisée. Il veut aussi améliorer le bien-être des chevaux et faire des économies, évidemment, et se dégager du temps pour sa famille. La finalité, dans son cas, dans mon exemple, être plus rentable en passant moins de temps et en satisfaisant au bien-être des chevaux et des cavaliers. Les actions qu'il met en place, avec les nouveautés qui peuvent exister, je suppose que vous en avez entendu parler. Il décide donc de mettre en place, d'étudier un projet d'une écurie active qui remplit les objectifs de gain de temps et d'économie, la création d'un site montage concurrentiel, rechercher des sponsors pour l'équipe de compétition et des sponsors pour l'équipe de compétition et on peut encore ajouter d'autres actions. Voici un peu l'exemple d'une stratégie de l'écriture qu'il faudrait faire. Concernant l'innovation, dans le milieu du cheval, elle n'est pas forcément une innovation matérielle, mais cela peut être par exemple une nouvelle discipline, une nouvelle méthode d'entraînement, la création d'un outil pour favoriser la vente de vos prestations et de vos chevaux. Il y a une multitude d'exemples d'innovations que vous pouvez notamment suivre avec le pôle Hippolia et qui accompagne les porteurs de projets pour cela. Un dirigeant est donc une personne multicasquette et qui doit donc élargir ses connaissances dans tous les domaines d'activité de l'entreprise, que ce soit administratif, commercial, financier, technique. Un dirigeant, c'est à la fois les petites mains et la tête pensante d'une entreprise. Donc vous êtes responsable d'un point de vue moral, juridique et financier, et vous êtes le représentant vraiment légal de l'entreprise. On a 4 aspects que j'ai mis en avant. Le premier, l'aspect réglementaire. Vous devez connaître toutes les règles, être en accord avec les lois. C'est mieux quand c'est dit. Et cela se complexifie si vous avez des salariés. Au niveau de l'aspect fiscal, vous devez respecter les règles fiscales en matière de facturation, des déclarations de TVA et des déclarations sociales. Et j'en passe. On a ensuite l'aspect financier. Le dirigeant doit tout mettre en œuvre pour être rentable. C'est évident, mais c'est mieux quand c'est écrit. Et enfin, l'aspect technique, être bon dans votre métier et dans beaucoup d'autres. Un gérant d'une écurie ou d'un haras doit être également bricoleur, maçon, conducteur d'engin, terrassier et j'en passe. Nous allons maintenant étudier les risques d'être dirigeant. Lorsque vous vous lancez dans l'aventure entrepreneuriale, il faut être conscient des responsabilités que cela engendre. Vous travaillez sans filet. Ça, c'est le mot d'ordre. Contrairement à un statut de salarié, vous n'êtes pas sûr de pouvoir toucher une rémunération ou effectuer des prélèvements privés. Dans la filière cheval, la rémunération va être très variable, dépendante bien entendu de la taille de l'entreprise, du chiffre d'affaires et en parallèle de la gestion des charges que vous allez en faire. Petite précision, ce n'est pas parce que le chiffre d'affaires est élevé que le dirigeant va gagner plus s'il ne maîtrise pas ses charges. Certaines peuvent effectivement avoir un chiffre d'affaires qui peuvent être très élevés, mais qui n'ont pas avoir forcément une rentabilité qui leur permette de prélever plus qu'une petite structure. Comme nous l'avons vu dans la définition au démarrage, le dirigeant a parfois, mais ce n'est pas le cas de tous, une mauvaise organisation. Et cela va avoir des répercussions sur le terrain, sur la gestion administrative, un risque de retard dans les déclarations et des pénalités. Des tâches mal faites, des charges qui augmentent, enfin en gros ça va pas du tout bien se passer. Si vous êtes mal organisé, il en faut un minimum. Et bien sûr, cela aura des répercussions inévitables sur la vie personnelle. Justement, on a plutôt la perception qu'il n'y a pas ou peu de frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Comment en vouloir à une personne qui n'a donc pas de filet de sécurité, qui a des échéances à respecter, qui doit pouvoir remplir son frigo, de penser, de respirer pour son entreprise? C'est évident et c'est normal. Mais comme les salariés, il y a un droit et je dirais plutôt une obligation de déconnexion.
On a besoin parfois de se vider la tête pour être plus efficace. Donc la vie privée peut être, au moins en démarrage en tout cas, restreinte et au niveau des congés, il y a peu ou pas de vacances. Du fait aussi que le chef d'entreprise soit le pivot de l'écurie et bien entendu parce que vous travaillez avec du vivant. On ne peut pas quitter une écurie et laisser les chevaux tout seuls. Nous continuons de parler des risques. Un des risques qui peut mettre en péril une entreprise, c'est la gestion des salariés. D'une part, le dirigeant n'est pas forcément formé pour manager. Il y a des qualités innées à avoir et le reste s'apprend. Les formations sont longues mais hyper importantes. Et pour être un bon manager, il faut aussi se connaître soi-même. De nombreux organismes de formation accompagnent les dirigeants dans la gestion des ressources humaines. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Il y a également dans le relationnel avec les salariés la difficulté suivante, le dirigeant attend d'eux le même investissement que lui. Il peut les motiver, mais il ne peut pas exiger une implication à 200%. Un certain nombre de dirigeants sont frustrés de ne plus avoir le temps de pratiquer leur métier d'origine et de monter rarement à cheval. Ce n'est pas le cas pour tous, mais ça arrive. Euh, vous pouvez bien sûr le faire pour le plaisir, pour la passion, mais vous devenez avant tout un businessman ou une businesswoman. Il y a également un risque particulier lorsqu'il y a plusieurs dirigeants associés au sein d'une même structure. On voit souvent des familles, des fratries s'associer sur une même structure. Les rôles de chacun doivent être bien définis au démarrage. Cela passe également par un profil individuel pour mieux se connaître et savoir comment communiquer avec l'autre. Si la répartition des tâches est mal faite, s'il y a un problème de communication ou s'il y a des objectifs différents, cela peut mener à la fin de la société. Et parfois, la séparation peut être très compliquée. Pensez pour cela aussi à la médiation lorsqu'il y a des conflits au sein des associés. Pensez à faire appel à un coach ou à un consultant pour vous aider car cela peut parfois sauver votre société et votre vie personnelle. Alors, la question que vous attendiez tous, c'est comment être le meilleur? Eh bien, il faut des compétences. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, mais voici quelques compétences qui vous permettra d'être meilleur. Il faut déjà, dans la mesure du possible, des compétences naturelles, être curieux dans tous les domaines, avoir de l'autorité naturelle, que ce soit pour les salariés, les fournisseurs, mais également les clients. Par exemple, si un client a du retard sur le règlement d'une facture, il faut savoir se faire respecter et se faire payer. Je précise qu'une autorité naturelle ne suffit pas à régler tous les problèmes d'impayés, malheureusement. Respecter les autres, un respect qui vous permet aussi d'avoir la même chose en retour. Savoir écouter et bien communiquer. Écoutez vos clients pour répondre au mieux à leurs attentes, si celles-ci sont justifiées et logiques, et permettre leur satisfaction. Et écouter les conseils d'une aide extérieure qui peut vous aider à avancer. Une vision claire, si vous êtes vous-même dans le brouillard, vous aurez du mal à motiver les troupes pour avancer dans la même direction. Il faut aussi une capacité d'influencer et de motiver, que ce soit les clients, les propriétaires, les salariés, vous devez parfois les influencer. Par exemple, privilégier le foin et leur mettre moins de granulés pour le bien-être du cheval. Mettre un tapis dans le box et mettre moins de paille ou de copeaux pour vous permettre de faire des économies sans impacter le bien-être du cheval. Parfois, les propriétaires ont les habitudes bien ancrées et vous devez bien entendu être capable de motiver vos salariés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur leur temps de travail, uniquement sur leur temps de travail. Pour finir, être un homme de cheval, c'est-à-dire avoir les compétences nécessaires dans le milieu du cheval, bien évidemment. Enseigner, travailler, coacher, faire évoluer les cavaliers, conseiller et soigner, ça c'est des rôles que vous devez apprendre sur le terrain. Certaines compétences doivent être quotidiennes. Une bonne organisation. Si vous n'êtes pas ordonné, vous faites-vous aider par quelqu'un de votre entourage ou un professionnel. Cela passe aussi par l'utilisation des bons outils qui existent et qui sont nombreux. Un logiciel, un bon classeur. Sachez gérer votre temps et celui de vos salariés. La répartition des tâches selon les compétences, les affinités, elles seront mieux faites et plus vite. Forcément, on aime tous faire quelque chose qu'on aime, on va le faire mieux et plus vite que quelque chose qu'on n'aime pas. Respectez vos clients tout en sachant dire non. Par là, j'entends qu'il ne faut pas céder à toutes les demandes des propriétaires ou des cavaliers, sinon vous serez très vite débordé.
Respectez vos salariés pour qu'ils soient eux-mêmes motivés et investis dans votre entreprise. Vous pouvez, au-delà des entretiens annuels qui permettent de faire un bilan avec chaque salarié et de lui laisser un temps de parole et d'écoute, il est important aussi de faire soit un point quotidien, une réunion hebdomadaire ou mensuelle avec l'ensemble de l'équipe pour faire des rappels, redonner quelques règles, rappeler les objectifs, etc. Respecter les chevaux et leur bien-être et leurs besoins. Attention, on voit, j'ai pas forcément de doute sur ça, mais on voit quand même de plus en plus sur les réseaux sociaux de critiques sur certaines structures. Donc soyez bien vigilants sur ce point. Échangez avec vos clients si quelque chose les dérange, alors que vous pensez que vous respectez bien les besoins du cheval. Certaines compétences doivent être acquises. La connaissance du milieu du cheval dans tous ses aspects, que ce soit au niveau technique, réglementation, fédération, société mère pour les courses, code des courses. La base doit être acquise avant l'installation du chef d'entreprise et elle doit faire l'objet des mises à jour régulièrement puisque les textes évoluent. Il doit s'intéresser aux nouveautés de la filière et aux changements qui pourraient impacter l'entreprise. Les nouveaux labels, par exemple, comme le label Écuresse. Vous avez les changements en termes de fiscalité. On a eu l'exemple il y a quelque temps de la TVA. Il doit acquérir aussi une connaissance en gestion et en compréhension d'un compte de résultat d'un bilan, sans pour autant être un expert comptable. Tous n'ont pas de conseils, il est donc important de savoir le lire et l'analyser un minima, utile par exemple pour échanger avec le banquier. Je vous invite par ailleurs pour cette compétence à revoir la webconférence sur l'aide pédagogique à la lecture des documents comptables si vous avez besoin d'acquérir cette compétence. Et si vous avez des salariés, comme dit précédemment, il faut se former pour être un bon manager. Vous avez le lien qui apparaît dans le chat sur la webconférence dont je viens de vous parler. Il y a également, et pour terminer, certaines compétences qui doivent être recherchées. Il faut savoir s'entourer d'experts si vous avez besoin, notamment pour prendre du recul et partager. Vous avez un certain nombre de professionnels, souvent spécialisés dans la filière, qui peuvent vous accompagner. Un avocat pour la rédaction d'un contrat de vente d'un cheval, un conseiller pour vous aider à analyser votre prix de revient, un comptable pour vous aider à faire les bons choix fiscaux. Vous devez aussi vous documenter sur les nouveautés, sur les réglementations. Et il faut aussi savoir se poser pour porter ses projets. Il est important parfois de faire une pause dans le quotidien pour réfléchir à de nouveaux projets ou écrire sa stratégie. Il existe des groupes d'entrepreneurs qui vont vous permettre d'être formés dans différents domaines comme le marketing, la communication, la gestion de salariés, et les échanges sont souvent très riches et vous en ressortez meilleur. Sur ce point, alors je ne parle que de ce que je connais, dans notre réseau Serre France, on a ce principe qui s'appelle Entreprendre et réussir, où il y a des groupes qui sont formés chaque année, avec notamment un voyage d'une semaine au Portugal pour vous sortir complètement de votre activité et de réfléchir à des projets. Il y a également donc la dernière chose importante, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est de ne pas rester seul, et d'autant plus lorsque vous avez des investissements qui engagent l'entreprise sur de long terme. Donc prenez l'avis d'un comptable ou d'un conseiller et bien entendu ensuite de votre banquier. Pour finir, voici une liste non exhaustive des organismes qui peuvent vous former en continu. Vous avez en premier lieu, et c'est le cas aujourd'hui, de l'IFCE qui propose énormément de choses sur leur site, notamment les webconférences qui sont gratuites. Vous avez les chambres d'agriculture qui vont proposer des formations, par exemple sur la gestion de pâturage ou sur la création d'un site internet. Vous avez également le comité d'équitation ou le conseil des chevaux qui forme sur beaucoup de choses, mais notamment sur les différentes disciplines équestres. Vous avez bien entendu le GHN qui propose des formations pour les dirigeants de centres équestres. Vous avez, pour ceux qui sont adhérents, un centre de gestion. Les centres de gestion agréés, pour certains, proposent une journée de formation gratuite par an dans différents domaines, que ce soit la comptabilité, le document unique pour les salariés, etc. Vous avez la FASEC, donc, qui est un peu particulier pour les courses. Et bien entendu, vous avez Equisser qui participe à de nombreuses formations pour les porteurs de projets, qui organise des réunions d'information et des tables rondes qui sont ouvertes à tous. Ce qu'il faut retenir,
Si vous avez un projet d'installation, prenez le temps d'écrire votre projet et de vous former avant. Si vous êtes déjà chef d'entreprise, prenez du temps pour vous former encore et toujours. Donc ça, c'est la formation continue. Et prenez le temps de vous poser pour réfléchir à votre stratégie et à sa mise en place. N'hésitez pas à vous faire entourer par des professionnels et à déléguer certaines tâches. Et n'oubliez pas qu'il y a une vie en dehors de votre entreprise. La présentation est terminée, donc je vous invite à poser vos questions sur le chat public. Juste pour information, donc vous avez donc les prochaines webconférences qui sont affichées ici et notamment je vous invite à les suivre toutes, bien évidemment si elles vous intéressent, et en particulier celle sur le prix de revient qui aura lieu le 19